On va passer maintenant à l'exposé d'Alain Foucaran. Alain Foucaran est né en 1959. Il obtient un poste de maître de conférence à l'Université de Montpellier en 1987, après un bref passage dans l'industrie chez Thomson. Professeur depuis 2003, il est depuis 2015 professeur classe exceptionnelle, spécialiste des capteurs et microsystèmes. Il est auteur ou co-auteur de plus de 75 publications dans des revues internationales et une centaine de communications en conférences internationales et nationales, titulaire de 5 brevets industriels et 27 rapports de contrat avec l'industrie. Il a obtenu un IBM Faculty Award en janvier 2013 et depuis le 1er janvier 2011, il dirige l'Institut d'électronique et des systèmes, qui est un laboratoire associé au CNRS de 220 personnes. C'est aussi un passionné de courses camarguaises, mais cette passion n'a rien à voir avec la conférence qu'il va nous donner aujourd'hui et qui a pour titre « Recherche en électronique et développement socio-économique ». Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me mettre un petit peu sur le côté gauche, là, comme ça changera un petit peu le positionnement des orateurs. On va voir si ça marche et si je ne suis pas trahi par l'électronique. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que honnêtement, personnellement, aujourd'hui, j'ai un trac un peu plus inhabituel que d'habitude parce que je m'exprime devant mon ancien président d'université, mon autre ancien président d'université, mes professeurs d'électronique, mes professeurs de chimie, mon autre professeur de chimie organique. Donc finalement, ça fait beaucoup de monde et ça met la pression. J'ai l'impression de me retrouver pour le jury de thèse, en fait. Allez, on ne va pas perdre trop de temps. Rapidement, je vais aller très très vite. De quoi je vais vous parler? En fait, ici, je vais vous parler de l'électronique. Donc, de façon très simple, qu'est-ce que c'est que l'électronique en 2017? Je vais vous parler également un petit peu de ces contraintes et je vais aller très rapidement sur une synthèse. Donc, en fait, je vais vous raconter une histoire. Voilà, je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est que l'électronique en 2017? C'est tout simplement la discipline que vous avez ici au centre et qui permet de passer d'un monde qui est non électrique, qui se trouve sur votre gauche, que ce monde soit d'origine physique, biologique, chimique, environnementale ou comportementale, et d'aller vers un monde qui est dit sous ce qu'on appelle forme informatisable, c'est-à-dire que chaque fois qu'un biologiste, un chimiste ou quelqu'un des sciences humaines et veut analyser quelque chose, il est obligé de quantifier cette grandeur. Et cette quantification, eh bien, en fait, c'est l'électronique qui l'opère. Comment ? Je tiens le micro un peu trop près, mais comme je m'entendais. Écoutez, vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire. Est-ce que vous voyez le pointeur laser, par contre? Vous le voyez. Très bien. Donc, je disais que l'électronique, vous passez de ce monde qui est à gauche à ce monde qui est à droite. Et donc, c'est ce que l'on définit comme l'électronique. Alors, cette recherche en électronique, c'est la recherche en électronique face à ces contraintes. Quelles sont les contraintes qui pèsent sur cette électronique? Eh bien, il y a tout d'abord ce qu'on appelle quelque chose de très simple. Ce sont des contraintes technologiques. Et je vais vous donner simplement quelques chiffres très simples là-dessus. C'est tout d'abord l'estimation en 2050, 70% de l'humanité vivra dans les villes, soit 6,3 milliards contre 3,5 milliards aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va être confronté à des problèmes énormes de pollution, à des problèmes énormes de mobilité, etc., etc. Mais aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'avec cette densification, ce que l'on observe, c'est que, par exemple, eh bien, au sein d'une ville, le nombre de tonnes de CO2 produites par un habitant au sein d'une ville est moindre qu'une personne qui habite à l'extérieur ou en province. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est qu'on va vers une urbanisation, donc une verticalisation de l'habitat, une densification de cet habitat, et bien sûr des opérations de mutualisation des usages, ce qui veut dire qu'en fait, ici, vous avez d'énormes contraintes qui vont poser sur cette électronique pour répondre à ces solutions. Une autre façon de voir un petit peu les choses, c'est au niveau de la ville du futur. Alors la ville du futur, ce schéma, je vais passer très rapidement. Vous avez ici la ville du futur, il faut l'imaginer comme une carcasse. Une carcasse, pourquoi je dis une carcasse? Parce qu'une carcasse, on peut l'instrumenter à volonté, ça ne se plaint pas, ça ne va pas aller lutter contre les problèmes de commission informatique et liberté, etc. Et donc, quand on peut instrumenter cette carcasse, eh bien, on peut l'analyser et on voit de suite, instantanément, tout ce qui va engendrer ici comme contrainte technologique sur les problèmes de liaison sans fil, les problèmes d'augmentation de la bande passante, les problèmes d'autonomie d'énergie, les problèmes de géolocalisation, de fiabilité, de communication, de traitement, de big data, etc. Et tout ça, n'oublions pas la dimension coût. Un autre point, c'est ce qui habite à l'intérieur de cette ville du futur, c'est l'être humain. Cet être humain, on ne peut pas l'instrumenter, mais on peut l'observer. Et il y a des problématiques d'interface homme-machine, d'acceptabilité sociétale,
de portabilité, d'intelligence déportée, d'autonomie énergétique, de géolocalisation, de fiabilité, et également tout ceci avec un très bas coût. Quand on fait la synthèse, eh bien, on s'aperçoit que finalement, l'électronique eh bien, pèse sur ses épaules énormément de problématiques technologiques, poussées par la société. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est important de voir, c'est que, en fait, ici, on a également des facteurs socio-économiques qui viennent peser sur cette électronique. Alors, quels sont ces problèmes? Eh bien, on va dire la chose suivante, c'est que l'électronique est anxiogène. Alors, pourquoi anxiogène? Je vais vous le démontrer. C'est que depuis une trentaine d'années, l'électronique a fait ses choux gras sur 3 secteurs qui sont la sécurité. Il est impossible aujourd'hui d'aller à l'hôpital et d'échapper à une quelconque mesure électrique. Quand vous utilisez un échographe, c'est un système électronique, puis vous transformez une onde sonore en un système visuel et que vous pouvez voir sur vos écrans. Sécurité, on le voit dans ces bâtiments, sécurité des personnes, le domaine du militaire, le domaine du spatial. Dans la qualité de vie, il n'y a plus un seul appareil qui nous environne aujourd'hui, il y a même des brosses à dents connectées, qui ne soient dépourvues d'un minimum d'intelligence. Et puis dans le domaine du social, de l'économique et du culturel, vous apostrophez un enfant dans la rue, vous lui dites « Tiens, donne-moi des informations sur Germinal », il va tout faire sauf aller s'enfermer à la bibliothèque Émile Zola. La première chose qu'il va faire, c'est aller sur son ordinateur, taper Germinal, et effectivement, on est bien passé d'un support papier qui était l'œuvre de Zola pour aller ensuite sur un document qui est mis sous forme numérique. Voilà, je viens de vous montrer un petit peu tout ce que l'électronique avait apporté, sauf que en apportant des facilités, eh bien, elle est venue ici contribuer à un hyper-développement de ces domaines qui, venant de cet hyper-développement, eh bien sûr, sont venus créer des zones de contrainte extrêmement fortes. Ce sont ces zones de contrainte qui sont anxiogènes et qui provoquent ce sentiment d'inquiétude. La plus connue entre elles, c'est entre la sécurité et le culturel, c'est la notion d'informatique et liberté. Regardons, soyons lucides, il a fallu les attentats des 2 précédentes années que nous venons de subir pour qu'on accepte finalement de croiser un peu plus les fichiers que ce qu'on vient de le faire ou ce qu'on le faisait auparavant. Donc vous voyez que ce sont des problématiques extrêmement précises. Sécurité et qualité de vie, c'est le domaine du vivable. On veut bien de la sécurité, mais il faut quand même une certaine acceptabilité. Et puis, ici, c'est entre la qualité de vie et le domaine culturel. Évidemment, c'est cette notion d'équité. C'est que de tout temps, sur notre planète, il y a eu des domaines où il y a vraiment des inégalités profondes sur notre planète. Des inégalités profondes. Sauf que jusqu'à présent, et jusqu'à cette hyperfluidité de l'information, on ne les percevait pas. Aujourd'hui, il y a une famine qui se déroule à l'autre bout du monde, il y a un avion qui s'écrase à l'autre bout du monde, on a l'impression qu'il est tombé dans notre jardin. Tout ceci participe pour des gens qui ne sont pas, je dirais, protégés par rapport à ces informations, cette abondance d'informations, ça provoque un sentiment extrêmement fort, anxiogène. Et puis, dernier point très important ici, c'est la disparition de l'espace associé à la fonction. Il y a quelques années en arrière, vous étiez dans votre véhicule, vous receviez un coup de téléphone, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas les fichiers, attends que je sois à mon bureau, attends que je sois à mon domicile. Aujourd'hui, où que vous soyez, sur un terrain de sport, dans votre voiture, etc., vous n'êtes plus protégé par l'espace de votre fonction. Ce qui veut dire que là encore, on a une pression extrêmement forte, anxiogène sur notre société. Eh bien, tout ceci participe en fait de ce sentiment anxiogène que développe notre société vis-à-vis de l'électronique. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que notre société ne va pas dire, écoutez, ralentissez un petit peu, diminuez votre vitesse de progression au niveau de cette science. Qui aurait dit, il y a 30 ans en arrière, que nous connaîtrions aujourd'hui les radicalisations religieuses que nous connaissons? Qui aurait pu le prévoir? Qui aurait pu le prévoir il y a 30 ans en arrière? Et pourtant, nous y sommes. C'est exactement ce qui se passe là-dessus, c'est qu'il faut anticiper, et c'est notre travail de chercheur, d'avoir une vision beaucoup plus lointaine pour essayer de répondre à ces problématiques. Alors, une fois que j'ai dit tout ceci, eh bien, finalement, il y a une problématique, c'est que comment arriver à combattre ce sentiment d'anxiété. Alors, les sociologues disent que la confiance est construite sur l'ignorance. La confiance est construite sur l'ignorance. C'est-à-dire, dans une relation humaine, on a un échange, on se connaît depuis X années, et puis, un jour, on apprend qu'il y a eu un petit coup de canif dans le contrat. À partir de ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus jamais la personne de la même façon. Jamais je ne la verrai de la même façon. Pourquoi? Parce que la confiance a été ébranlée. La confiance est construite sur l'ignorance. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sociologues. Alors, partant de cette notion purement sciences humaines et sociales, eh bien, je regarde un petit peu ce que je pourrais transposer d'un point de vue technologique. Vous êtes venu pour voir une intervention sur l'électronique et son développement socio-économique. Pour le moment, j'en suis assez loin de dire comment il va retomber sur ses pieds. Alors, on va essayer
tout simplement, en partant sur cette notion, c'est que la confiance est construite sur l'ignorance, d'un point de vue sciences humaines sociales, d'accord? Et puis maintenant, d'un point de vue technologique. La confiance, d'un point de vue technologique, je vois à peu près ce que c'est. On pourrait associer ça à la fiabilité. Par contre, l'ignorance, d'un point de vue technologique, peut-être qu'on pourrait l'associer à une certaine forme de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, la transparence, on peut la décliner sous 2 points. C'est-à-dire, je ne cache rien, je vous dis tout. Ou alors, j'ai quelque chose qui me protège. C'est-à-dire comme une glace, comme un biologiste qui manipule devant une boîte à gants. Et à ce moment-là, on est devant la notion de transparence. Cette transparence, je la décline en 2 aspects. L'aspect software, tout ce qui va toucher au logiciel. On touche du doigt cette problématique où on veut absolument tout savoir ce qui se passe à l'intérieur de vos smartphones, par exemple. Et puis dans le hardware, où là, eh bien, quels sont les outils que l'on peut amener en termes de transparence pour ce hardware au niveau de l'électronique. Il faut que ces objets-là soient miniaturisés, intégrés. Pourquoi ? Parce que plus ces objets électroniques seront miniaturisés, intégrés, plus ils se soustraient à votre regard. Et plus ils se soustraient à votre regard, moins ils sont agressifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas agressifs au niveau de votre regard. Je prends le contre-exemple. Que se passe-t-il à l'entrée d'une ville ? Vous voyez ville sous vidéosurveillance, un grand panneau, et en plus, vous voyez des caméras qui sont énormes. Si vous ouvrez ces caméras, ce n'est que du vide. La partie intelligente de la caméra est extrêmement petite. Ce qui veut dire qu'on est bien dans l'opposition de ce que je suis en train de vous démontrer. Objets communicants. C'est très important que ces objets soient communicants, c'est-à-dire qu'avant d'interférer, d'intercéder avec l'être humain, ces objets communicants doivent communiquer entre eux pour regarder si l'action qui va être dirigée en fonction de l'humain est valable ou pas valable. Je vous prends un exemple. J'ai une montre ici qui mesure mon rythme cardiaque. Il est midi. Je décide d'aller au stade de Philippides pour aller courir. Ça détecte une élévation du rythme cardiaque. Ça prévient instantanément le médecin qui m'appelle et me dit « Foucault, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Mais non, je suis en train de courir. » Si cette montre avait communiqué avec mon agenda électronique qui prévoit qu'entre midi et 2, je vais courir, et si cette montre avait communiqué avec mon smartphone qui prévoit ma géolocalisation sur le stade de Philippides, les 3 prennent la décision de ne pas intervenir. À la sortie, si je reçois un appel d'alarme, cette fois-ci, j'y prêterai attention parce que je sais que l'information a été vérifiée. Donc, vous voyez l'importance de la communication. Fiable, c'est très important. On a tous nos smartphones, on a tous reçu cette inquiétude de dire attention, SFR ne passe pas bien dans telle zone, Orange ne passe pas dans cette zone, je ne suis pas content de la technologie Samsung, etc., etc. Nous sommes dépendants, c'est fortement anxiogène au niveau du matériel. Et puis, dernier point, c'est l'autonomie énergétique. Qui n'a pas connu le caractère anxiogène de la petite barre rouge du téléphone portable? C'est le moment où on attend un coup de téléphone des enfants, des enfants, de la maman, etc., etc. On y est tous passés sans exception. Et j'ai analysé pour m'en parler mon comportement. La première chose que je fais en rentrant chez moi le soir, avant toute chose, je vais dans mon bureau recharger immédiatement mon smartphone sur sa plateforme de recharge. Jean-Pierre, tu me dis juste combien il me reste en timing pour que je ne dépasse pas Bon, ça va. Voilà. Donc là-dessus, je vais juste faire un petit aparté avant d'aller plus loin. Quand j'ai eu, franchement, c'est un honneur qui m'est fait de pouvoir expliquer un petit peu cette vision. Mais j'ai une façon de me rétribuer qui est un peu particulière. C'est à travers l'échange avec la salle. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en tant que scientifique, généralement, on s'exprime devant des confrères et des consoeurs qui sont du même domaine scientifique. Or, je connais vos origines scientifiques de tous et tous qui sont énormément variées et j'aimerais profiter de quelques minutes de pouvoir échanger avec vous sur cette perception que vous avez de ce que je vous ai présenté. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu accélérer pour essayer d'avoir un échange, si le président et le chairman me l'autorisent, sans dépasser mes 45 minutes. Je le prends sur mon temps de parole. Voilà. Donc je continue. Bon, alors si vous voyez un petit peu ce que j'ai fait dans mon exercice, c'est que je vous ai mis en place une définition de l'électronique, j'ai mis en place des contraintes qui pèsent sur cette électronique, des contraintes technologiques, des contraintes sociologiques, des contraintes économiques. Économiques, pourquoi? Parce que nous sommes dans des laboratoires de recherche et il ne nous a pas échappé que depuis quelques années, la recherche pâtit des subsides que nous donnons, que l'on reçoit de l'État, et il faut aller de plus en plus les chercher au niveau de l'industrie. Donc ne pas se préoccuper de l'existence de marché par rapport à une vision qui semble idyllique, c'est passer à côté de la problématique. Est-ce qu'il y a des marchés? Alors, il y en a pas mal. J'en ai cité simplement un, c'est celui-ci. Ça, c'est un chart que nous avons fait avec IBM Yorktown, qui est très simple. C'est qu'on estime qu'en 2018, il y aura 80 milliards d'objets communicants sur la planète. Objets communicants, c'est-à-dire
autonome énergétiquement, capable de faire une acquisition de données, de la transmettre, et tout ceci de façon autonome énergétiquement. Ce qui veut dire que pour récupérer l'ensemble de ces données, il faut 800 millions de réseaux de capteurs. Et il faut ensuite 800 000 data centers au niveau planétaire. 800 000 data centers au niveau planétaire. Si au niveau européen, on en revendique uniquement un quart pour 2018, ça fait 200 000. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 80 000 data centers. Il faut passer de 80 000 à 200 000 data centers sur une période de 1 an et demi, 2 ans. Quand je dis qu'il y a une dynamique économique là derrière, elle est phénoménale. Un dernier point, donc je viens de vous montrer un petit peu ces notions. Donc vous avez vu la contrainte technologique, la contrainte socio-économique, je viens de la développer. Et puis, je vais aborder un problème qui est assez particulier, c'est la nécessaire mutation des usages numériques. Actuellement, tout le monde pense se singulariser en parlant de numérique, numérique, numérique. Mais c'est quelque chose qui est totalement digéré et qui doit se trouver derrière nous actuellement. C'est plus la peine de le mettre en avant puisque c'est derrière nous. Donc il faut construire, mais par contre voir l'étape d'après. Et cette étape d'après, eh bien c'est tout simplement la notion de mutation associée à ce numérique. Je vous donne un exemple. Je vais traiter l'exemple ici de l'énergie. De tout temps, l'homme a voulu, au niveau des technologies de l'information et de la communication, faire de l'acquisition de données, faire du transport de données, faire du stockage de données, faire du traitement de données. Alors là, je m'amuse, je prends l'homme de Cro-Magnon et bien sûr, il développe ses sens, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, la vue. Et on oublie une chose, c'est que pour exercer toutes ces fonctions sensorielles, il faut de l'énergie. Ben, c'est tout simple, c'est le métabolisme, il mange, c'est l'énergie. Voilà. Mais attention, une certaine quantité d'énergie par rapport à une certaine quantité d'informations capturées. Le transport de données, eh bien, allons-y, c'est exactement pareil. N'oublions pas que tout transport de données nécessite de l'énergie. J'ai pris le coureur de marathon pour dire le mot Néni Kamen, il y a laissé la vie. On pourrait parler d'une énergie fatale. D'accord ? Et ici, aussi, à ce niveau-là, ne pas perdre de vue la quantité d'énergie dépensée pour l'énergie transportée. Au niveau des stockages des données, j'ai fait une petite recherche. Je suis tombé sur le premier disque dur, donc le disque dur de Phaetos, qui est tout simplement un petit disque de pierre de 16 cm de diamètre, deuxième millénaire. Des informations sont stockées. On ne va pas perdre de vue que pour arriver à graver l'ensemble de ces petites figures, il a fallu de l'énergie. Et donc là aussi, une énergie, quantité d'énergie nécessaire pour stocker. Le traitement des données, le boulier, on est en 400 avant Jésus-Christ, pareil, pour manipuler ces petites boules, etc., il faut de l'énergie, on y va, on continue. Et puis, science relativement récente, alors il y a Michel qui est présent là, et c'est la fouille de données, le data mining, on en parle de partout, etc. La fouille de données, alors j'ai fait une petite image ici avec la pierre de Rosette, où finalement, en allant fouiller dans le passé, on arrive à expliquer des choses que l'on ne comprend pas dans le présent. C'est bon, alors, un petit clin d'œil avec Indiana Jones, où effectivement, cet archéologue, on voit qu'il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à percer certains mystères. C'est de la fouille de données. Ne perdons pas de vue que pour accéder à ces données, il faut également de l'énergie. Alors, quand on a fait tout ceci, on va juste faire une petite excursion ou incursion dans la dimension de l'invasion digitale. Ça, c'est l'échelle des octets, vous voyez. Et je vais juste regarder sur cette dimension des octets. Je vais me focaliser sur l'année 2011. En 2011, ce qu'on appelle le zeta-octet, 1,8 zeta-octet, c'est tout simplement la totalité des données qui ont été produites et enregistrées en 2011. C'est-à-dire sur l'année 2011, si on cumule au niveau de l'humanité la quantité des données qui ont été enregistrées, eh bien, ça représente 1,8 zeta-octet. Aujourd'hui, en 2017, c'est ce qu'on fait en 36 heures. C'est-à-dire que chaque 36 heures, vous produisez au niveau de l'humanité la même quantité de données que celle produite sur l'année en 2011. Un autre système qui est extraordinaire, c'est en 2012, une publication du CNRS. 9000 pages Wikipédia publiées dans une journée, monde du numérique. C'est 104 000 heures de vidéos postées sur YouTube en 24 heures. Ça, c'était en 2012. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait en 1 minute. Et en 2012, on ne parlait pas de Skype, on ne parlait pas d'application, il n'y avait que cela. Aujourd'hui, on parle de Uber, de Twitter, etc. etc. C'est-à-dire non seulement celles qui existaient auparavant vont beaucoup plus vite et consomment davantage, mais il en est apparu d'autres. Jean-Pierre, je suis où au timing? Vous voyez ce que c'est que la pression d'un professeur, ça existe toujours. Hein, ça. Alors, si on fait la synthèse un petit peu, vous voyez que
au niveau de l'acquisition de données, du transport de données, du stockage de données, du traitement de données, on a développé des supports associés, des capteurs, des systèmes de débit, de capacité, d'algorithmes, de fouilles de données, sans jamais se préoccuper de l'énergie qu'il a fallu pour faire tourner ces systèmes. On ne s'en est jamais préoccupé. Jusqu'il y a 5-6 ans en arrière, il fallait faire, on faisait. Sauf que la problématique, c'est qu'il est grand temps de faire la mutation d'usage. C'est ce que j'explique. C'est qu'il est grand temps maintenant que les technologies de l'information et de la communication se mettent au chevet de l'énergie. C'est ce que l'on définit comme étant les smart grids, les fameuses grilles intelligentes du réseau. Eh bien, je viens de vous faire la parabole où finalement, on a consommé de l'énergie pour satisfaire notre boulimie au niveau des TIC, cette boulimie au niveau des TIC. Eh bien, aujourd'hui, on l'inverse. C'est ce savoir numérique, ces nouvelles technologies qui se mettent au chevet de l'énergie pour être beaucoup plus efficients. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ça, c'est le projet qu'on avait managé avec IBM. C'est le projet Rider. C'est un concept qu'on avait défini en 2006 et qui maintenant est généralisé. C'est ce qui m'a valu ma distinction par IBM. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit? Le concept Rider, il est très simple. De par la capacité qu'on a à interconnecter tous les objets d'une ville, ceux qui consomment l'énergie et ceux qui en produisent, il existe un périmètre ad hoc défini par l'apport des TIC justement, qui permet de connecter les systèmes énergétiques compris à l'intérieur de ce périmètre ad hoc, qui fait qu'à l'intérieur de ce périmètre, la somme des énergies produites est égale à la somme des énergies consommées. Et voilà. Et si jamais il y a un élément qui s'éteint, on reconfigure le système. C'était simple, mais c'était en 2000. Aujourd'hui, ça paraît évident, c'était en 2006. Voilà. Alors, je pense que j'ai à peu près placé le décor, certainement que j'ai oublié des points, mais l'idée était de vous faire un contexte général et puis d'arriver maintenant sur une synthèse qui va être un petit peu la roadmap de la recherche en électronique. Quelle est la feuille de route de l'électronique? Eh bien, je vous ai parlé des contraintes socio-économiques, c'est-à-dire l'acceptabilité. Cette acceptabilité, elle se traduit sous forme de contrôle, enfin de contraintes technologiques, c'est-à-dire que c'est la société, c'est les collectivités territoriales qui viennent mettre la pression sur ces technologies. Comment l'électronique, comment les technologies de l'information et de la communication vont répondre à ces contraintes sociétales? La première d'entre elles, c'est l'acceptabilité. Eh bien, c'est miniaturiser, intégrer. C'est développer des interfaces homme-machine de très haut niveau. C'est développer la fiabilité. C'est développer la cybersécurité. J'en profite, puisque Michel est là également. Aujourd'hui, pendant de très nombreuses années, on a considéré qu'il y avait les gens des capteurs, les gens de l'informatique, les gens des algorithmes, etc. etc. Aujourd'hui, concevoir un objet sans se préoccuper de l'intelligence que l'on va mettre à l'intérieur, c'est une aberration. Il ne peut plus exister de capteur s'il n'y a pas instantanément son algorithme et son informatique associée. De même que faire du calcul ou du numérique pour faire du numérique, eh bien, dans un contexte socio-économique tendu comme nous connaissons, ça n'a pas de sens si on n'y associe pas la donnée primaire. Je continue sur la portabilité. Eh bien, il faut que ces objets-là soient autonomes énergétiquement, géolocalisables, communicants, vectorisés. Il faut que, bien sûr, il y ait de l'accessibilité avec les big data. Donc, vous voyez au fur et à mesure qu'on multiplie le nombre d'étoiles. Il faut qu'il y ait de la sécurité. Et puis, toujours, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, du très bas coût, sans altérer. Je n'ai pas utilisé le terme low cost, puisque le terme low cost est souvent associé à une baisse de qualité. Ce n'est pas le cas. On veut faire de la technologie de très haut niveau à très bas coût. Et donc, vous voyez que de l'autre côté, il y a la dimension application avec cette émergence d'objets intelligents dont on oublie quelquefois que peut-être la société n'aura pas l'usage. C'est pour ça que je ne les ai pas mis sur le même plan. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des objets intelligents pour le faire soi-disant intelligents. On voit leur multiplication, leur multiplicité, mais finalement, on sait que quelquefois, ça ne marche pas parce que les gens n'en ont pas besoin. Ceci dit, ça crée une pression technologique. Et bien voilà, ici, je viens de vous démontrer quelle était la feuille de route de l'électronique pour les années à venir. Alors, on est sur un site montpelliérain. On m'a demandé de venir pour parler, dans le cadre de ce colloque, de la recherche en électronique, de ces enjeux sociétaux, socio-économiques sur le site montpelliérain. Donc, je vais faire un petit focus sur notre petit laboratoire qui est l'IES, tout simplement pour vous donner un petit peu quelques pistes. Le laboratoire est connu essentiellement sur 4 domaines qui sont l'infrarouge, la fiabilité, les capteurs et les terahertz. Et à l'état de l'art mondial, sur l'infrarouge, on a quelque chose de particulier. Sur la fiabilité, quelque chose de particulier, c'est le capteur, pareil, et la terahertz. Donc je vais juste développer. Ici, vous avez ce qu'on appelle un bâti d'épitaxie par jet moléculaire, qui est un appareil qui permet d'obtenir en vie de 10 puissance moins 14 atmosphères et de déposer quasiment couche atomique par couche atomique. Ce qui nous permet finalement d'aller travailler sur la réalisation de lasers et de photodétecteurs
grâce à cet appareil, nous en avons 3, chaque appareil coûte 2 millions d'euros. Ce sont des machines de très haute technologie qui nous permettent de réaliser des objets tels que celui-ci, hein, où on voit très bien l'échelle, la performance qui peut. La réalisation d'un tel composant peut demander jusqu'à 48 heures de fonctionnement au niveau de la précision atomique. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses que nous maîtrisons et ça nous permet d'aller, par exemple, jusqu'aux performances des caméras infrarouges de 4e génération, où on est en train de travailler sur, comme vous prenez une photo d'une ville, vous pouvez imaginer, grâce à ce système-là, grâce à ces sensibilités que nous développons, prendre une photo de la cartographie CO2, c'est-à-dire une scène dioxyde de carbone de la ville de Montpellier, et regarder où sont les poches. Hein, au lieu de voir une tour, vous verrez une poche de gaz de CO2, vous verrez un arbre avec une atténuation, etc. Donc vous allez avoir une autre vision des choses grâce à ce type de caméra. Je parle bien sûr, je passe sous silence toute l'interaction militaire. Un autre point très important, c'est la dimension fiabilité. La fiabilité, c'est tout simplement l'interaction rayonnement-matière. Ici, j'ai un neutron qui arrive, qui percute un atome du réseau, qui éjecte un électron. Et quelle incidence au niveau de nos composants électroniques? Alors ici, c'est une vue de simulation, c'est un composant électronique. Et vous avez ici, le trait rouge, c'est tout simplement le neutron qui traverse ce matériau et qui, au cours de son passage, va générer tout un tas de petits électrons. On va vers la nanoélectronique. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme est très simple à comprendre. C'est que ce composant-là est fait pour manipuler des courants qui vont dans ce plan. C'est-à-dire le courant rentre par ici, sort de l'autre côté, etc. Sauf que, par le biais de cette interaction neutronique, je viens ici créer localement un petit paquet d'électrons que le composant est incapable de discriminer par rapport à une origine d'un signal qui vient de l'intérieur ou qui vient de l'extérieur. Conclusion, c'est ce qu'on appelle des effets, des single effects, c'est-à-dire qui viennent mettre le composant dans un comportement erratique qu'il n'était pas possible de prévoir. Alors, quelle incidence? Eh bien, l'incidence, elle est simple, c'est qu'on parle beaucoup de la fiabilité. Eh bien, au niveau de l'espace, le flux neutronique est extrêmement important, donc évidemment, on l'a très vite vu dans l'espace, mais au niveau des voitures, la problématique de la fameuse voiture Google autonome, ce n'est pas une problématique technologique, c'est une problématique de fiabilité. On ne sait pas ce qui pourrait se passer si le taux d'interaction était trop important. Je vous donne juste une anecdote. Sur un vol Paris-New York, vous avez systématiquement 3 ordinateurs embarqués. Chacun des ordinateurs fait face à 24 altérations et reconfigurations pendant le vol. Voilà, liées à des interactions. Les jours de forte interaction solaire, les pilotes refusent de prendre la ligne normale, c'est-à-dire qu'ils passent plus au sud. Un autre point, alors là je parle avec Alain qui est présent, donc c'est Alain Toureille. Donc ici, sur la dimension fiabilité, c'est une autre façon de voir, c'est les matériaux isolants, très important. C'est-à-dire qu'on sait que la meilleure façon de transporter l'énergie, c'est pas comme on l'a appris à l'école avec le courant alternatif, le cosinus, etc., c'est par le courant continu. Le seul problème, c'est que si on transporte par courant continu, ici c'est l'âme d'un câble, eh bien ici vous avez l'âme du câble et puis vous avez la partie isolante. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un champ électromagnétique extrêmement important qui règne ici et qui va indirectement peut se détériorer. Eh bien, Alain Toureille et ses équipes, à l'époque, avaient mis au point une méthode qui a permis d'analyser, par le mécanisme de l'onde thermique, qui a permis d'analyser ce qui se passait au niveau de cet isolant, et ça a permis de faire de grandes avancées dans ce domaine-là, pour aller réduire ces problèmes-là. Voilà. Donc là aussi, c'est une compétence du laboratoire qui est reconnue à l'état de l'art mondial. Un autre point, c'est les capteurs. Alors au niveau des capteurs, eh bien, c'est très simple. Chaque fois, vous voyez, j'ai mis le matériau, le domaine d'application, la technologie et le capteur. Quand c'est en rouge, c'est ce qui est utilisé. Ici, c'est un capteur, c'est une première mondiale. C'est un capteur tout simplement, c'est un crayon de combustible nucléaire. Et le challenge, c'est que lorsque la réaction nucléaire se produit, il y a un dégagement d'hélium. Ce dégagement d'hélium vient mettre en tension le crayon et par précaution, au bout de tant d'heures d'utilisation, on sort le crayon du cœur du réacteur en fonctionnement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à posteriori, on s'aperçoit que 20 à 27% du matériau combustible n'a pas été utilisé. Ce qui veut dire que finalement, on va stocker ad vitam aeternam un matériau combustible qu'on aurait pu utiliser un peu plus loin. L'idée était d'aller mesurer ici la pression d'hélium. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre d'électronique pour la raison que j'ai expliquée précédemment avec le flux neutronique. Eh bien, on a développé un capteur qui est basé tout simplement sur un système où on génère une onde sonore et on étudie le temps de vol de l'onde sonore dans le crayon à combustible. C'est une première mondiale qui nous a permis d'arriver à ce système-là. Ça, c'est un autre capteur, qui est un accéléromètre, qui permet
de mesurer des accélérations supérieures à 10 000 G et en résistant à un choc de 46 000 G. Le challenge, c'est l'obus intelligent, si tant est qu'un obus puisse être intelligent. Un obus coûte 1000 fois moins cher qu'un missile pour la même puissance de destruction. Quand vous tirez un missile, il part d'une vitesse nulle puisqu'il a sa charge propulsive embarquée, il accélère, il passe en vol et on le guide. La centrale inertielle n'est jamais menacée parce que l'accélération est faible. Par contre, quand vous tirez un obus, bien, le problème c'est qu'il faut accepter les 46 000 G au départ. Ces 46 000 G au départ ici, eh bien, ça casse tous les systèmes. Ce qu'on a développé ici, c'est cette astuce-là. Alors, c'est la version de démonstration dont je suis autorisé à vous montrer par la DGA. C'est très simple. Vous savez que la résistance d'un métal est fonction de la température à laquelle il se trouve. C'est le principe du fusible. Plus on chauffe au métal, plus il devient résistant, plus il chauffe et il finit par fondre. Ici, tout ce que vous voyez en blanc, c'est du platine. Donc, vous avez une petite résistance ici de platine et on va injecter un courant entre ce point et ce point. Conclusion, ce petit plateau va chauffer. Et puis, vous voyez qu'ici, de part et d'autre, vous avez des zones grises qui isolent ce plateau. Et là, vous avez encore des fils de platine de part et d'autre. Si je mets une accélération dans ce plan, la bulle d'air chaud qui est ici va venir chauffer un peu plus ce fil que celui-ci. Si je mesure la différence de résistance observée, j'ai accès à l'accélération subie par le système. Pourquoi ça marche? Parce que la masse inertielle en mouvement ici, ce n'est pas une poutre comme dans tous les accéléromètres, c'est tout simplement une bulle d'air chaud qui, lors des 46 000 G de démarrage, va s'écraser contre la paroi et quand l'accélération de démarrage est passée, va reprendre sa position et on va pouvoir mesurer l'accélération. Dernier point, c'est ce qu'on appelle donc l'intégration sur papier. 80 milliards d'objets communicants en 2018, on ne peut pas continuer à développer ces capteurs sur du plastique, de la céramique, etc. Il faut penser à autre chose. Quel est le matériau numéro 1 en perspective de développement durable? C'est le papier, parce qu'il est recyclable, parce qu'on peut le brûler, etc., etc. Et donc, on est parti au laboratoire sur un développement d'intégration sur support RFID, donc tout ce qui est Radio Frequency Identification à base de capteurs, mais développé sur papier. Et on a obtenu un laboratoire commun avec la société Tageos au niveau du laboratoire. Voilà. Et puis, dernier point, le terahertz. Alors, je termine sur le terahertz avec beaucoup plus de pression parce que le spécialiste du terahertz, c'est Jean-Pierre qui a été un des précurseurs de ce domaine d'études au niveau du laboratoire sur les hyperfréquences. Simplement vous dire une chose, c'est que pour nous, c'est un enjeu majeur au niveau du laboratoire. Un enjeu majeur. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que au niveau du terahertz, on est capable de faire des émetteurs, de faire des détecteurs, et on vient de faire une découverte fondamentale dont la parution devrait, je touche du bois, on vient de soumettre à un Nature, donc j'espère que ça va marcher. Vous savez que la période d'investigation est longue, d'expertise, mais ce que l'on est en train de voir avec une équipe de Marseille, c'est que, si vous voulez, je vous ai parlé de communication. L'être humain communique, etc. On a vu tous les moyens hertziens, sonores, infrarouges, acoustiques, etc. On a vu ceci. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de la machine humaine? Que se passe-t-il à l'intérieur de la machine humaine? Et notamment, lorsqu'il y a ces phénomènes de mitose, de mitochondrie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à un moment donné, ça va foisonner et se multiplier? Quel est le chef d'orchestre intérieur? Eh bien, on a vu ici que, grâce à nos sondes d'analyse à 300 Hz, que vraisemblablement, tout ce qui est cellules est bien communiqué sur des ondes terahertz. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous comprenez très bien qu'on est en train de pouvoir se projeter sur des mécanismes de thérapie où on essayerait de venir reprogrammer les cellules pour qu'elles retrouvent un fonctionnement de duplication et de communication conforme à ce que l'on attend au départ. Voilà. Et puis, dernier point, c'est une première mondiale que nous avons faite en 2015. C'est le Wi-Fi du futur, puisqu'on va à l'interahertz, donc kilohertz, mégahertz, gigahertz, terahertz. On augmente la bande passante. Là où sur le Wi-Fi actuel, vous mettez 7 minutes pour transférer un DVD, on le fait en 4 secondes. Alors, il faut être modeste. On le fait en 4 secondes. Vous avez la manip qui a servi à faire la démonstration. Le détecteur actuellement est à 7 €. On travaille sur 1,20 m, ça fait un peu court pour imaginer un Wi-Fi terahertz à l'intérieur d'une maison. Par contre, l'émetteur est encore un peu cher puisqu'il est à 120 000 €. Donc vous voyez que, soyez tranquille, ce n'est pas encore pour demain. Mais la voie est ouverte. Je parle à des chercheurs, je parle à des gens du monde de la science. Vous savez très bien que ça n'est jamais arrivé le lendemain, mais c'est le surlendemain. Donc on est quasiment prêt là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était simplement ce que je voulais vous dire sur la partie relative à l'électronique à Montpellier. Bon, bien sûr, en tant que directeur de laboratoire, j'assure la promotion. Pierre le fera pareil tout à l'heure. Hein. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu, mais je voudrais surtout échanger avec vous. Voilà.
Il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Merci bien d'avoir été bref. Alors, il y a deux possibilités. Soit on gagne les 10 minutes et j'ai contribué au bien-être de tous, soit vous me posez une ou deux questions. S'il y a des choses qui vous paraissent un peu étranges dans ce que j'ai dit, c'est à vous de voir. C'est la pause après Jean-Pierre, si j'ai bien... Voilà. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Allez. Tout d'abord, merci beaucoup Alain pour ta présentation qui était vraiment formidable. Alors tout à l'heure, simplement une question qui sera peut-être une question de demain ou d'après-demain. Je me souviens avoir reçu à l'université donc, un chercheur qui faisait partie de votre laboratoire qui venait me dire qu'il travaillait sur le terahertz il y a de cela 15 ans, 20 ans. Et bon, moi je ne suis pas physicien et je me demandais exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Il me dit, ben voilà, aujourd'hui on est au kilohertz, quand on utilise nos ordinateurs, notre téléphone, on va passer au mégahertz. Aujourd'hui on est au gigahertz, demain le téra. Et j'ai dit, et après? On est vraiment dans ce rayonnement-là, on est vraiment à la limite entre l'électromagnétique et l'optique. Donc on est à la frontière des deux, le terahertz. Alors l'intérêt du terahertz, d'un point de vue application, c'est que c'est principalement la longueur d'onde, enfin le rayonnement qui est absorbé par l'eau. Alors, on peut y voir énormément d'avantages. Ça peut être un inconvénient parce que dans la projection, bien sûr, c'est de dire, finalement, si ça absorbait dans l'eau comme dans l'air, il y a pas mal d'humidité de 30 à 50-80%, on va avoir du mal à communiquer. Il y a un intérêt extrêmement intéressant dans le domaine de l'armement, par exemple, c'est ce qu'on nous avance comme argumentation essentielle, c'est que, vous le voyez, quand vous êtes dans la rue, que vous regardez votre smartphone, vous captez tous les Wi-Fi environnants. Alors vous dites, c'est pas un problème puisque tout le monde a son mot-clé, etc. C'est totalement faux. C'est que là où il y a un signal, l'humain est assez intelligent pour arriver à contourner les mots de passe et à récupérer les informations. Donc c'est une aberration de penser qu'on est protégé par son mot de passe. Bien sûr, il faut un certain degré technologique, mais ça se fait. Ça se fait. Par contre, l'intérêt du terahertz, c'est que comme vous avez une enveloppe autour de l'émetteur qui est liée tout simplement à une limitation physique de par l'absorption de l'eau, eh bien, vous ne pouvez pas émettre ce signal à une distance très élevée parce qu'il va être instantanément absorbé sur 10, 15, 20 mètres. Ce qui veut dire que dans le cas des bâtiments, de la densification, de l'urbanisation, on voit l'intérêt du terahertz, c'est qu'en fait, on se retrouve sur des mécanismes qui permettent d'avoir la fibre au pied du bâtiment et ensuite d'arroser l'intérieur du bâtiment par des bandes passantes satisfaisantes au niveau du terahertz. Voilà. Ah oui, alors après il y a le zétahertz, etc. Mais bon, c'est une autre histoire. Oui. Pour dans 20 ans. Non. Oui, ça ira très bien. Merci. Peut-être avez-vous répondu à la question à laquelle je pense, mais le stockage des données, toutes celles que l'on veut archiver, il paraît que ça représente, je crois, une quantité énorme d'énergie. Est-ce que c'est exact? Oui. Et quel est l'ordre de grandeur? Qu'est-ce que ça représente? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je vais détourner votre question parce que j'ai donné les réponses, si vous voulez, dans la mienne. Mais un email Montpellier-Pékin de 100 kilooctets, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer une tasse d'eau à 60 degrés dans un four à micro-ondes. 145 milliards d'emails échangés par minute. Voilà. Parce que on a l'impression de toujours se ramener à dire mais moi j'en envoie que 10 par jour ou 20 par jour. Sauf que regardez le nombre de spams et les moteurs derrière qui multiplient les envois. Alors il y a une chose importante que je n'ai pas dite, par exemple, c'est que, et qui est fondamentale. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les sciences se rapprochent des sciences humaines et sociales. C'est essentiel. On a trop longtemps considéré chacun dans son domaine de spécialité, mais aujourd'hui, concevoir un développement de la science, on pourrait dire des sciences dures, sans y ajouter instantanément les sciences humaines et sociales, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un truc très simple. Google, en 2013, a fait une erreur de communication. Ils ont communiqué leurs résultats financiers à la mi-octobre 2013 avec une légère baisse des bénéfices. Ne soyez pas inquiets pour Google. Légère baisse des bénéfices. Qu'est-ce qui s'est passé instantanément? L'intégralité des personnes qui connaissent l'URL Google est allée voir au niveau planétaire ce qui se passait chez Google, parce que tout le monde connaît l'URL. Eh bien, cette surconsommation d'énergie, c'est la ville. C'est une ville de 200 000 habitants pendant 3 jours. Sur quelque chose qui est purement artificiel. Conclusion, dans un pilotage de la ville du futur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est par rapport à une information qui vient de sortir, de dire je rapatrie l'information primaire à proximité des serveurs et je donne à la population l'occasion d'aller la chercher.
Mais la question instantanément, qui a le droit de dire cette information est importante, je la répartis, celle-là je ne la répartis pas, etc. On est dans de la manipulation. On est sur des problématiques sciences humaines et sociales. On est dans des problématiques juridiques. Donc, c'est là, encore une fois, qu'il faut, et c'est le rôle des chercheurs, de se projeter avec nos collègues des sciences humaines et sociales au sens large, économique, juridique, etc., pour aller beaucoup plus loin dans cette projection. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais l'opportunité m'était donnée, je me suis engouffré. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Jean-Louis. Il y a 15 ans, on parlait déjà de terahertz. Alors, je voudrais donner un autre exemple sur une diapositive qu'a montré Alain, c'est-à-dire un banc d'épitaxie par jet moléculaire qui permet de faire des multiplis quantiques. Il n'y a pas qu'à l'IES qu'on en fait, dans les laboratoires de physique dont on va parler Pierre Lefebvre aussi, on en fait. Actuellement, on a un équipex de 4 500 000 € pour un seul labo, pour l'IES. C'est le seul équipex européen qui a été décerné à un seul labo parce que c'est le seul labo qui a cette compétence dans ce domaine particulier. C'est une somme énorme grâce à laquelle un certain nombre d'équipements, dont des bâtis d'épitaxie par jet moléculaire, ont pu être achetés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est le résultat de 25 ans de recherche. Et pendant 25 ans, enfin pas 25, mais pendant 20 ans sur ces 25, il y a eu des recherches qui ont été faites, je dirais, à fond perdu. C'est-à-dire que c'est le laboratoire qui a financé les recherches correspondantes, qui a financé des études de couplage de multiplis quantiques, en liaison d'ailleurs avec des laboratoires de recherche russes, au Yoffé Institute à Saint-Pétersbourg. Et c'est à l'issue de toutes ces recherches qui s'est avéré, je ne dirais pas par chance, mais qui s'est avéré que ça a pu déboucher sur des technologies qui ont permis d'être mises au point et qui maintenant nous permettent de récupérer 4 500 000 € sur une série d'appareils pour utiliser ces technologies. Donc vous voyez le degré d'investissement qu'il faut faire dans des recherches qui peuvent être à perte, parce que là ça a débouché, mais ça aurait très bien pu ne pas déboucher. On n'était pas du tout sûr au début que ça allait déboucher. On n'était pas du tout sûr au début, quand on a installé une salle blanche dans le labo, qu'elle allait servir au laboratoire de façon continue, ni qu'elle allait servir à l'ensemble de l'université. Mais il y a un certain nombre de risques à prendre. Et le but typique d'un chercheur, finalement, c'est de prendre le risque de se tromper. Voilà. Je profite du micro pour faire un commentaire, ou tu veux répondre tout de suite? Je voulais te remercier, Alain, vraiment très chaleureusement. J'aime entendre de la part des spécialistes des sciences la nécessité aujourd'hui, peut-être plus que jamais, d'associer les sciences humaines et sociales et les sciences dures, et pointer, et peut-être tu en parleras hein, d'un projet que tu as par ailleurs, hein, mais pointer que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'on est chacun dans nos communautés avec des méthodologies qui sont différentes, des approches différentes, des cultures qui sont différentes. Et en même temps, il me semble qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et ce que tu as pointé, par exemple, sur les questions énergétiques en particulier, c'est peut-être une des premières conditions. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est liée, et tu l'as bien noté, c'est anxiogène, mais aussi les services intelligents sont avant tout au service de l'homme. Les objets intelligents sont avant tout au service de l'homme. Donc il faudrait peut-être inverser les processus. Cela étant, ça nécessite quand même d'avoir une science extrêmement rigoureuse et une technologie extrêmement développée, sans limiter cet aspect-là, tout en prenant en compte une méthodologie qui provient des sciences humaines et sociales et qui permettra à un moment donné d'avoir une culture commune. Comment avoir une culture commune? Comment se comprendre? Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'énergie avec des gens qui étaient à la fois des scientifiques et en même temps issus des sciences humaines et sociales. La moitié du projet a été de se mettre d'accord sur les mots qu'on utilisait, sur les termes, sur les acceptions, sur la méthodologie pour pouvoir effectivement mettre en commun et avancer. Par exemple, un informaticien et un historien des sciences, je suis historienne des sciences, c'était pas évident pour moi d'arriver à communiquer. Et si on veut faire une science de qualité et effectivement répondre à une contrainte et à une nécessité, peut-être pas seulement une contrainte, c'est l'électronique au service de l'homme.
c'est ce vers quoi on doit tendre. Donc il y a une culture en amont. On doit cultiver peut-être ça d'abord, y compris chez les plus jeunes. Je pense à nos étudiants, par exemple, dans le domaine des sciences, mais dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui devraient, je reviens toujours sur ces thématiques, mais je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Les étudiants dans le domaine des sciences humaines et sociales devraient avoir plus de culture dans le domaine des sciences, de la même manière que nos étudiants scientifiques devraient aussi avoir une culture dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui sont des sciences qui ont de vraies méthodologies scientifiques, des fois on ne connaît pas. Tu as lancé un projet sur l'appartement. Peut-être tu pourrais en dire un mot, parce qu'il me semble que si Jean-Pierre me donne l'autorisation. Si on a l'autorisation, c'est une, une très belle illustration qui démontrera parfaitement bien. Voilà. Alors donc, merci Muriel, merci Monsieur le Président. Je vais vous parler donc de ce projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est le projet HUT, Human Atom Project. C'est tout simplement de définir le contour de l'appartement du futur pour le locataire du futur, le locataire du futur, mais avec une vision complètement différente de ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il existe des living labs. On parle beaucoup de silver economy, où en fait on multiplie les objets qui vont servir l'être humain, mais jamais on se préoccupe de l'usage. Donc l'idée, elle est très simple, c'est que on va mettre 2 étudiants niveau master ou ingénieur à l'intérieur d'un appartement, ils seront nourris, logés, ils pourront entrer, sortir comme ils le veulent, etc. Mais en contrepartie, on met 47 capteurs à l'intérieur de l'appartement. L'ensemble de ces données va être étudié de façon privatisée, c'est-à-dire que les données ne sont pas destinées à aller sur le net, mais sont étudiées par un pool actuellement qui est constitué de 14 laboratoires de recherche montpelliérains, avec des juristes, des sociologues, des économistes, l'école des beaux-arts, l'école d'architecture, le LIRM, l'IES, des gens de la nutrition, etc. On est 14 laboratoires de recherche différents, plus actuellement 26 industriels qui sont partie prenante du projet. L'idée, c'est que moi, vous, très peu d'entre nous sont nés avec les nouvelles technologies. On s'est adapté et on en a une pratique qui n'est pas du tout celle qu'ont les générations actuelles. Et donc, nous avons une certaine distance par rapport à ces technologies. Eux ne l'ont pas. Donc l'idée, c'est que je vous ai dit qu'on allait vers de l'urbanisation, verticalisation de l'habitat. Donc la cellule élémentaire de l'habitat de demain, ça sera l'appartement. Et à l'intérieur, eh bien, il faut que l'être humain redevienne la préoccupation essentielle. Et si on veut analyser et voir un petit peu ce qui se passe, eh bien, il faut absolument développer avec nos collègues des sciences humaines et sociales, avec les économistes, avec les gens des beaux-arts, de la culture, etc., etc. Il faut développer ensemble pour voir vers quelle société nous voulons aller et surtout vers quelle nous ne voulons pas aller. Aujourd'hui, si nous ne le faisons pas, ce sont les industriels, les multinationales qui vont le faire. Google, regardez ce qui se passe. Vous achetez une tondeuse à gazon pendant 1 mois, même si vous avez acheté la tondeuse à gazon, vous recevez des informations. On vous a tracé. On vous a tracé. Donc il faut arriver à anticiper cette notion. Et pour terminer, pour vous montrer à quel point on veut aller très loin dans l'exploration, c'est que si on attend le retour de données, puisque c'est parti sur 1 an d'études pour le couple qui va être mis en place, mais après c'est prévu sur 3 ans, si on va aller encore plus loin, ça serait dommage de ne pas profiter de cet aéropage d'une 50aine de personnes issues de tout un tas de matières scientifiques différentes pour aller encore plus loin, parce que la matière grise permet d'aller plus loin. Donc l'idée, eh c'est qu'on est en train de mettre en place une pièce de théâtre. Tout simplement, pourquoi? Parce que la pièce de théâtre va donner une opportunité, à travers les 2 acteurs qui vont interchanger ici et échanger un dialogue, de nourrir le dialogue par les sensibilités de chacune des corporations, de scientifiques, de sociologues, de nutritionnistes qui constituent le pool. Ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Je vous donne juste un exemple, vous allez comprendre, amusant. Vous imaginez une pièce de théâtre, comme celle-ci. À l'entrée, on va vous donner votre smartphone, vous allez prendre une application qui vous permettra de voir quelles sont les informations qu'ont les 2 acteurs sur scène. Pourquoi il a réagi de cette façon? Parce que tout simplement, il a reçu un SMS ou un message Facebook. Et puis, vous avez l'autre coauteur qui, lui, est en train de regarder un match de rugby sur la scène. Il y en a un qui se lève, il est en train de jouer sur son iPad, il va chercher du lait. Il prend son pack de lait, il le prend dans le réfrigérateur, il se sert, il le remet, le pack de lait est vide. Et là, instantanément, tous les écrans de l'appartement disent Carrefour fait une promotion sur le litre de lait pendant 24 heures à 20 secondes. Et là, le coauteur qui est en train de regarder son match de rugby dit mais c'est quoi cette histoire? Et vous comprenez très bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir nourrir le dialogue, c'est-à-dire ceux qui sont pro-technologie et qui voient des avantages économiques, sociaux, etc., vont argumenter. Et à l'inverse, dans le consortium, il y en a qui ont une vision beaucoup plus, notamment au niveau des sciences humaines et sociales, ils ont beaucoup plus de recul. Ils disent mais attention, il y a des messages pernicieux là derrière. Et on va pouvoir nourrir le débat et profiter de ce consortium. Voilà. Je vous remercie, j'ai un petit peu dépassé.
C'est pas moi qui se pose le compte. Oui, dans le consortium en question, comment est-ce que je peux faire pour faire rentrer les utilisateurs? Parce que je pense que je n'entends parler que d'industriels, de chercheurs, mais nous, les gens. Alors, ce sont les deux co-auteurs, parce qu'on n'appelle pas ça des colocataires, ce sont des étudiants. On a fait une enquête, hein, donc c'est en cours, qu'on a confié à l'équipe MRM, c'est Montpellier Recherche Marketing, qui travaille là-dessus. Une enquête qui a été diffusée à l'ensemble des étudiants sur Montpellier. On a eu un retour de 1500 étudiants. Sur les 1500, on posait à la fin de la question, est-ce que vous seriez OK pour rentrer dans l'appartement observatoire? On craignait qu'il y ait personne qui dise oui. On a eu 600 réponses. Donc ça va, on est content. Et au niveau des utilisateurs, vous n'êtes pas dans le cadre. Pourquoi? On a eu des sollicitations de Carcassonne, on a eu des sollicitations de Béziers, des sollicitations de Montpellier, des sollicitations de Nîmes en disant on veut absolument entrer dans le projet parce qu'on a des projets de silver economy, etc. Ce qui nous préoccupe, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, 24-25 ans, qui seront aux commandes de notre nation dans 15-20 ans. Et donc d'arriver à anticiper leur usage, leur approche vis-à-vis du truc. Mais la préoccupation des utilisateurs, ce sont des utilisateurs, puisque eux, on ne va pas les trier. La difficulté du modèle, c'est que c'est sur un appartement. Alors, je n'ai pas dit, hein, mais c'est Nexity qui est partenaire du projet, IBM, Dell. Hein, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que la difficulté, c'est les sociologues qui vont faire le choix. Il ne faut pas que ces gens-là soient des acteurs. C'est-à-dire ce sont des étudiants, il faut qu'ils soient le plus naturel possible. Et ça, c'est que des sociologues qui peuvent détecter s'ils sont en situation d'acteur ou de vraiment utilisateur. On s'appuie sur une équipe de Toulouse qui c'est celle qui travaille sur la sélection des astronautes. Parce que ce sont des gens hors membres, donc ils sont partis sur le système. Alors, non, mais c'est une très bonne question. C'est un projet qui est adossé à la Maison des sciences et de l'homme, qui fédère les 70 unités de recherche. Et on a un doctorant. On va avoir un financement de thèse pour étudier le consortium, c'est-à-dire le consortium du consortium. Ah oui, avec grand plaisir. C'est ouvert. On n'a pas de doctrine, on a eu l'idée. Voilà. Je pense qu'en remontant aux sources, en cherchant qui fait quoi, ensuite qui fait quoi, qui fait quoi, on en a pour trop longtemps et on est obligé d'arrêter là la discussion.